Je voudrais reprendre une citation de Montaigne que Charles Gave a fait dans un article récent que j'ai trouvé tout à fait excellent. On pourra peut-être éventuellement le mettre dans la description en dessous de la vidéo. Et c'est une allusion aux technocrates de Bruxelles, donc de l'Union européenne. Et donc la citation de Montaigne, c'est: «J'aime bien les gens de mon pays qui n'en savent pas assez pour raisonner de travers.» Oui, Alors oui, justement, vous venez de le dire, et je vous cite, c'est ce que vous disiez dans la seconde vidéo qu'on avait faite. On a un peu parlé de déjà de l'Union européenne dans la seconde vidéo, dans la deuxième vidéo. Et vous disiez, l'Union européenne est saint-simonienne. C'est oui. une sorte de proto-socialisme. Donc c'est la gouvernance, comme vous venez de le dire, par les élites. Et puis alors vous expliquiez même qu'on résout un problème à la fois, mais chaque résolution d'un problème en crée un, voire plusieurs. Et alors, je pense, ça me fait penser, enfin, ça fait, je veux dire, tout libéral pense immédiatement à la phrase de Frédéric Bastiat. Il y a toujours ce qui se voit, et puis, donc ce qui est directement apparent, donc la solution, soi-disant, qu'on propose, et puis ce qui ne se voit pas, mais ce sont toutes les conséquences qui en découlent, et qui sont parfois, voire souvent désastreuses. Mhm. Et alors, j'ai l'impression que l'Union européenne ressemble de plus en plus à une sorte d'usine à gaz réglementative, si je puis dire. Alors, est-ce que vous partagez le point de vue de Charles Gave qui pressent pour l'Union européenne un effondrement relativement proche à venir et assez comparable à celui de l'URSS? Et justement, euh, quel est le parallèle qu'on peut faire avec ce que vous décriviez dans l'évolution justement de la Grèce antique? Alors, oui, le thème de l'URSS ou de l'UERSS, hein, comme Oui, c'est ça. l'expriment beaucoup de gens hostiles à l'Union européenne, qui est notamment une thèse défendue par Vladimir Bukovski, hein, dont on trouve la vidéo qui dure une dizaine de minutes, je crois, sur Internet. Vladimir Bukovski, ancien citoyen soviétique, ancien dissident soviétique, qui a cette phrase très forte, donc qui décrit le système peu démocratique de l'Union européenne, ou insuffisamment démocratique. Il fait un parallèle avec ce qu'il y a eu en URSS, et il termine avec cette phrase terrible, il dit: «J'ai vécu dans votre futur et ça n'a pas marché.» Euh, donc oui, ce thème de l'URSS. Alors, moi je le trouve très intéressant, ce thème de l'URSS, pourquoi? Et on va revenir à cette idée du saint-simonisme, c'est quelque chose qu'il faut développer un peu. Parce qu'au fond, l'Union européenne, c'est quoi? L'Union européenne, c'est une tentative du RSS, mais qui tire les leçons de l'URSS. C'est-à-dire, je m'explique, l'URSS, c'était quoi? L'URSS, c'était, alors bien sûr le marxisme, etc., mais bon, on n'y vient pas, mais disons que dans les méthodes de gouvernance de l'URSS, c'est-à-dire la planification centrale, etc., il y avait l'idée, qui est justement très saint-simonienne, hein, donc c'est tout ça, c'est dans la suite de Saint-Simon, que quelques individus, euh, pour autant qu'ils étaient bien formés, etc., donc soit des scientifiques, des sachants, etc., hein, qui doivent être formés pour ça, seront capables de régler la société comme une horloge, hein, c'était l'image que j'avais donnée la dernière fois. C'est-à-dire, et alors dans l'URSS, l'idée c'était de pouvoir donc planifier toute l'économie de telle manière qu'elle donne les biens et les services qui sont nécessaires à la population et qu'elle soit capable de les distribuer, etc. Voilà. Tout ça, c'est dans l'idée de planification centrale, c'est-à-dire qu'il faut avoir des outils de calcul. Hein. Bon. Euh, et c'était ce qui était, c'est ce qui a été mis en place dans l'URSS finalement. C'est-à-dire, il y avait l'idée que il fallait former des gens dans des universités, hein, les faire progresser à l'intérieur du parti, et ensuite qu'on aurait donc le top des gens les plus compétents à la tête du pays, et que ce seraient des gens donc qui sauraient organiser, qui sauraient calculer, planifier, et donc qui permettraient d'avoir sans arrêt l'abondance et la prospérité, sans avoir à laisser le pays aux forces du marché capitaliste. Qu'est-il advenu? Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, donc l'URSS était totalement saint-simonienne de ce point de vue-là. La planification, et il y avait une admiration de beaucoup d'économistes pour ce modèle-là, comme il y a encore d'ailleurs une admiration qui a été reportée sur la Chine. Hein. Très souvent, on entend des commentateurs qui disent, les gens, il faut savoir que les gens des comités directeurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Chine sont des gens qui sont très formés, de vrais intellectuels, ils savent ce qu'ils font, etc. Bon. Moi, je ne crois pas qu'ils savent ce qu'ils font. Ce sont des dirigeants communistes, en général, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ils le font au knout, et donc ils arrivent à faire illusion à un moment jusqu'à ce que ça s'effondre. Bon.
Donc, mais il y a toujours donc si vous voulez, il y aura toujours une admiration d'une grande partie des universitaires, c'est particulièrement visible chez les économistes, mais on les voit chez d'autres aussi, pour l'idée qu'on peut régler la société comme une horloge, c'est-à-dire que la science, euh, la science de l'humanité, la science de l'économie, etc., peut permettre de régler la société. Hein. C'est-à-dire qu'il faut régler la société. Alors que la société est quelque chose d'organique et quelque part qui a quelque chose d'imprévisible. Même les innovations technologiques ou les créations, je veux dire, qui peuvent émaner du corps social sont totalement imprévisibles. Et puis le Voilà, marché, je veux dire, normalement aussi, est quelque chose de totalement organique et imprévisible. Donc, c'est voilà. aller à l'encontre des lois naturelles. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc assez séduisant et qu'on retrouvait depuis très longtemps, hein, même chez Platon avec le philosophe froid, faire des lois tac, qui feront que ça fonctionnera, qu'on sera sur les rails de la prospérité et que tout ira bien ad vitam aeternam, une espèce d'illusion, mais c'est une illusion qui continue à séduire et qui sans doute continuera toujours à séduire parce que arriver à y croire, ah, si simplement on pouvait faire un modèle qui règle tous les problèmes définitivement. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus jamais de problème de peur des inégalités, qu'il n'y ait pas de problème qu'il n'y ait jamais de problème d'inflation, qu'il y ait toujours de la croissance, etc. Donc c'est l'idée il suffit de trouver le bon réglage. Ce qui est toujours dans ce que font c'est pour ça qu'ils raisonnent comme ça d'ailleurs, tous les dirigeants des banques centrales, etc. La question c'est toujours de trouver le bon réglage. Hein. Bon, c'est cette pensée-là, c'est la pensée saint-simonienne. Bon. Et alors qu'est-ce que je disais? Donc, pendant que l'URSS existait, ces gens donc, croyaient que ce truc marcherait. Et il ne faut pas oublier que pendant longtemps, d'ailleurs, on a expliqué en Occident, c'est un petit peu oublié aujourd'hui, que l'URSS rattrapait les États-Unis, que l'URSS allait doubler le monde capitaliste, donc finalement, c'est ce modèle-là qui a triomphé. C'était une certitude chez beaucoup de gens. Ça ne s'est pas passé. L'URSS s'est effondrée, donc tous ces gens sont restés un peu désemparés. Mais pour autant, ils n'ont pas renoncé, contrairement à ce qu'on pense, ils n'ont pas renoncé à leur idée, qu'on peut régler. Simplement, ils se sont dit, ah, la planification centrale pure, ça marche pas. Les monopoles, ça marche pas. Par contre, la concurrence, ça marche bien. Parce que ça permet de faire baisser les prix, etc. L'abolition de la propriété, ça marche pas. Par contre, la propriété, ça marche. D'accord? La propriété privée. L'économie de marché, ça fonctionne, le communisme, ça fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas renoncé à l'idée de planifier pour laisser faire l'économie de marché, laisser faire la propriété, laisser faire la concurrence, toute seule, dans leur sens libéral. Ils ont créé un nouveau sens pour tous ces concepts, et ça, c'est quelque chose sur quoi j'insiste, parce que quand vous entendez des technocrates vous parler de propriété, de concurrence, d'économie de marché, ils n'entendent pas du tout la même chose que les libéraux. Et souvent, les libéraux se font avoir. Et quand Nathalie vous parle de concurrence, il ne parle pas de la même chose que vous. Pour un libéral, la concurrence, c'est le fait de laisser les gens libres d'entreprendre, et il y aura une concurrence qui va naître. Pour un technocrate, la concurrence, c'est quelque chose qu'il faut créer. Il faut faire des lois antitrust. Quand il y a une entreprise trop grosse qui apparaît d'elle-même, il faut la casser en deux pour qu'il y ait de la concurrence. D'accord? Pour les technocrates, il n'y a pas ce ne sont pas des choses qui naissent naturellement, ce sont des outils. Tout est outil, puisqu'il s'agit de régler une horloge. Hein. Donc, c'est une concurrence planifiée, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Et donc, ils se sont dit, bon, les bons outils sont dans le monde capitaliste, mais ils n'ont pas renoncé à l'esprit planificateur de l'URSS. Donc, ce qu'ils se sont dit, en fait, finalement, c'est ça, hein, le fondement du truc, c'est on va récupérer les outils qui ont bien fonctionné dans le monde capitaliste, mais on va les utiliser dans le cadre d'un gouvernement technocratique. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est très marquant. C'est pour ça que le traité de Maastricht, c'est 94, c'est 3 ans après la chute enfin, 3 ans après la chute de l'URSS, donc 4 ans après 5 ans après la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire qu'il y a eu cette mutation qui s'est faite. C'est-à-dire, on va mettre en place finalement une URSS dans l'esprit, c'est-à-dire un gouvernement technocratique, mais avec d'autres outils qui favoriseront la concurrence, qui favoriseront la propriété, etc., dans la mesure, toujours pareil, on ne les favorise pas en tant que. Hein, on dit pas la concurrence. Le libéral, encore une fois, il défend la concurrence, pas la concurrence en soi. Il défend la liberté d'entreprendre, parce que la liberté d'entreprendre, c'est bien, c'est juste. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. D'accord? C'est comme ça que ça. Et on dit, ça vient par surcroît, le fait que ça marche,
tant mieux. Mais c'est l'idée de Bastia, hein, c'est-à-dire que c'est juste, on fait ce qui est juste, et après ça marche. Hein. Euh, pour les technocrates, c'est pas ça. C'est il y a des solutions qui marchent, donc on va les utiliser. Du coup, en général, ils les dénaturent et finalement ça marche pas, ça donne pas les résultats qu'ils veulent. Alors, si vous voulez regarder un exemple frappant avec ça, vous avez la France. En France, vous n'avez plus France Télécom qui est un monopole de télécommunications. Par contre, vous avez quelques grosses boîtes de télécommunications, hein, Orange, SFR, tout ça. Et quand on veut en rajouter un, ça crée de gros problèmes, il lui faut une autorisation. C'est ce qu'il y a eu avec Free. Alors là, n'importe qui devrait pouvoir essayer de fabriquer. Ça se passe pas comme ça, parce qu'on a un gouvernement technocratique. C'est-à-dire qu'il veut bien de la concurrence, mais comme outil, d'accord, pour pousser quelques entreprises à travailler à coût plus bas. C'est-à-dire qu'ils espèrent que ça aura les effets qu'ont la concurrence en relance, c'est-à-dire une baisse des coûts. Mais ils veulent pas une liberté d'entreprendre totale. Pourquoi? Parce que si vous faites une liberté d'entreprendre totale, vous n'avez pas de grands groupes, hein, vous n'avez pas 4 ou 5 majors comme ça, et donc vous ne pouvez pas les contrôler facilement. Quand vous avez 10 000 petites entreprises, des PME, vous ne pouvez pas les contrôler. Vous ne pouvez pas faire de politique économique avec des PME. Une grande entreprise, vous pouvez lui imposer des questions sur ses tarifs. C'est facile. Et vous pouvez placer un technocrate à la tête. Hein. C'est ce qui se passe sans arrêt dans tout un tas de grandes entreprises. Dans la plupart des grandes entreprises françaises, par exemple, vous avez des énarques qui servent d'agents de liaison avec le gouvernement. Bon. Et c'est la même chose pour les banques. C'est la même chose pour les banques, oui, tout à fait. Et donc, ce système, c'est pour les assurances, etc. Et ce système-là, qui est un système particulièrement français, en France on aime beaucoup ça, a réussi à s'imposer dans les idées européennes. Et ça, c'est vraiment, selon moi, la marque du poids pendant très longtemps prépondérant de la France dans l'Union européenne. D'abord dans la communauté européenne, puis dans l'Union européenne. Jusqu'à la réunification de l'Allemagne, la France était le plus gros pays de l'Union européenne. Et pendant les années 90, l'Allemagne a été dans un sale état, puisqu'elle a dû faire sa réunification, ça lui a coûté très cher. Et Mitterrand a voulu profiter de la création de cet euro, donc pour utiliser le dynamisme allemand et éviter. Il avait dit, j'ai cloué les mains de l'Allemagne sur la table de l'euro. C'est-à-dire son idée, c'était que l'Allemagne se réunifie, je ne peux pas l'éviter, d'accord, on le fait comme ça. Par contre, on va leur mettre l'euro, comme ça, ce sera toujours nous qui contrôlerons un petit peu le truc. Et donc, en fait, l'Union européenne qui est née du traité de Maastricht, c'est ça. C'est une sorte d'URSS de technocrates qui ont cru comprendre les leçons de la chute de l'URSS, qui les ont pas comprises, parce qu'ils n'ont pas compris que le problème, c'est le technocratisme. Donc, c'est sûr que ça marche mieux que l'URSS. C'est pour ça que je veux dire, ça c'est... Il n'y a pas de goulag. On n'interne pas les gens. On laisse une liberté. C'est une URSS molle. Alors c'est une URSS molle, mais pourquoi aussi? Et c'est ça qui est inquiétant, en particulier pour les droits des gens. Parce que dans cette conception technocratique, vous finissez par vous dire que si on vous autorise la propriété, la concurrence, parce que ça marche, et dans la mesure où ça marche, parce qu'inversement, si on estime, on viole votre propriété en imprimant des euros avec la BCE, puisqu'on diminue la valeur de l'argent que vous avez gagné et que vous avez épargné, mais à ce moment-là, ça veut dire que on vous accorde votre liberté politique, votre liberté individuelle, on ne vous l'accorde également qu'en tant qu'elle sert le projet technocratique, en tant qu'elle sert cette prospérité. Et vous pouvez vous dire assez facilement que le jour où les technocrates estiment que telle liberté gêne la cohérence de l'ensemble, ils la supprimeront ou ils la limiteront. C'est ça qu'il faut voir. C'est que il n'y a pas de complot, si vous voulez, des technocrates pour écraser les gens, leur supprimer toute leur liberté. C'est pas ça le truc. C'est que leur mode de pensée fait que aucune liberté n'est attribuée en tant que telle. On la défend en tant qu'elle permet, d'après l'expérience, d'atteindre tel résultat, mais le jour où tel résultat n'est plus atteint avec ce truc-là, eh bien, on se réserve le droit de monter tel bouton, de baisser tel autre, pour régler l'horloge. C'est ça la Je suis conception. assez d'accord avec vous aussi. Je pense que beaucoup de gens
sombre assez facilement dans une sorte de conspirationnisme, mais je pense que les pires dictateurs, y compris Hitler, étaient des personnes qui étaient absolument persuadées de faire le bien de leur peuple. Ah mais tout à fait. Mais la différence avec les dictateurs, si vous voulez, c'est que les dictateurs, en général, vous avez un dictateur qui a une idée, etc., ou à peu près quelques gens avec lui. Là, on est vraiment dans un mode de pensée qui compte une multitude d'individus, hein, des milliers de fonctionnaires, de politiciens à l'échelle de l'Europe, qui n'ont pas forcément réfléchi ce que je viens de dire. Ils le vivent, ils le font comme ça, mais est-ce que Attali, par exemple, il se rend compte que quand il parle lui de concurrence, il n'entend pas la même chose que moi ou que n'importe quel libéral? Je crois pas. Et même beaucoup de libéraux ne comprennent pas qu'Attali ne dit pas la même chose, parce que chaque fois qu'il parle, alors lui ou un autre, hein, quand il parle de concurrence, on se dit ah oui, alors ça c'est libéral. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il veut utiliser, il sort un truc d'une boîte à outils, comme si c'était un outil. Ça marche pas comme ça. Et lui il croit que ça marche comme ça. Et tous ces gens croient que ça marche comme ça. Et donc ça finira par s'effondrer. Donc ça marche mieux que l'URSS effectivement, parce que ils utilisent des outils qui fonctionnent mieux, mais à terme, ça se cassera la figure de la même manière. Et c'est pour ça que vous parlez de proto-socialisme, en fait. Alors, je parle de proto-socialisme, ben, surtout que c'était pas dans le saint-simonisme, il n'y avait pas d'idée c'était pas redistribuer ou c'était pas servir une caste en particulier, c'était vraiment l'idée qu'on peut organiser la société de manière globale. D'accord? Chez Saint-Simon, il n'y a pas de lutte des classes. Il n'y a pas, il faut prendre à lui pour donner plutôt à lui. Il n'y a pas une classe sociale sur laquelle on se centre. C'est une idée d'harmonisation, d'harmonie générale de la société par l'organisation et l'organisation scientifique de toute la société. Hein. C'est au début du scientisme hein, que ça apparaît. Ça, c'est avec la rationalité, on a la science qui fait énorme progrès. C'est dans ce cadre-là qu'il s'inscrit Saint-Simon. Et il se dit ah bah du coup, puisqu'on comprend maintenant comment fonctionne l'humanité, on va arriver à la régler comme ça. Avant, on ne pouvait pas parce qu'on ne savait pas vraiment comment ça marchait. Si vous ne connaissez pas les lois économiques, vous ne pouvez pas régler votre horloge. Si vous les connaissez, mieux vous les connaissez, vous pouvez. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Et alors, c'était proto-socialisme dans le sens, si vous voulez, où c'était la description de mécanismes qui ont ensuite été utilisés essentiellement dans les pays socialistes. Pourquoi? Parce que les pays socialistes sont les pays planificateurs et centralisateurs, en général. Avant l'Union européenne, qui est une sorte de saint-simonisme finalement plus pur que, que ce qui a été fait dans les pays communistes.